Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo j'interviens parce que un évaporateur fuit. Alors ce sont les condensats de l'évaporateur qui coulent, mais qui coulent au niveau de la trappe d'accès du ventilateur. Donc ça coule au niveau de la charnière et au niveau des fixations de blocage de cette trappe d'accès. Donc ça tombe sur le sol et le sol devient glissant. Donc c'est un petit site agroalimentaire, c'est un site de stockage de fruits et légumes. Donc la fuite a lieu sur l'évaporateur du quai de chargement. Donc l'eau qui coule de l'évaporateur vers le sol. Donc le client veut supprimer ce défaut-là parce que sur ce site-là, c'est la première fois que je rentre dans un entrepôt de stockage et on peut voir que les gens utilisent des appareils motorisés là pour transporter les palettes. Ça va assez vite, hein. Les gens se déplacent vite là-dedans, il faut faire attention. Et donc c'est vrai que s'il y a de l'eau au niveau du sol, le gars a vite fait de faire une sortie de route avec sa machine, quoi. Voilà, ça, quand on les voit bosser, on voit que ça trace pour charger les camions, quoi. Donc cet évaporateur-là est assez balèze, dans le sens, on va le voir, le moteur du milieu est sur charnière, donc on peut le faire descendre, et on peut rentrer dans l'évaporateur, quoi, en tout cas le haut du corps. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques photos de la salle des machines. Alors là, je suis dans un évaporateur, là, donc il est assez gros l'évapo, là. Donc le client se plaint, donc là je suis dans un entrepôt agroalimentaire, là. Là le client se plaint que sous l'évapo ça pisse, il y a de l'eau là, ça fait une flaque d'eau là au niveau du sol là, donc le mec qui marche il peut se casser la gueule, quoi. Donc là j'ai vu que j'ai des collègues qui étaient venus qui avaient mis de la mousse expansée là, mais ça c'est de la merde ça pour l'étanchéité, en tout cas pour l'eau. Parce que là ce que je vois là, c'est que ça coule ici là. Vous voyez là? Ça coule ici là, et ça coule au niveau des charnières. Ça coule au niveau des charnières là. Donc là ce qu'il faut faire, c'est sécher la flotte là, ça je vais le sécher, et après ils mettent du silicone au taquet là. Ouais, voilà, donc là on peut voir là, le ventilo il est balèze, hein. Là j'ai coupé le jeu au disjoncteur pour être sûr parce que il est gros celui-là. Donc là on peut voir l'évacuation, là comment c'est foutu, là c'est bien fait là, c'est des gros diamètres là. Là on voit la flotte, ça fait une tache d'eau en permanence. Donc là j'ai tombé le ventilo, là il y a des charnières et tout là. On voit comment c'est foutu, hein. Encore celui-là c'est c'est le moins haut là, c'est le quai de chargement ça. Parce qu'après vous avez les ventilos là dans le local de stockage, mais là c'est plus la même hauteur, hein. C'est vachement haut. Donc là, ici, là, il ne doit pas y avoir d'eau, car la récupération des condensats se fait ici. Là, on a un bac des condensats, là, et là, on a un bac des condensats. Mais là, on voit que l'eau, là, donc un peu de boue, un peu de merde, là, passe par-dessous cette tige, là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout essuyé, là, je suis en train de sécher, là. Et là, je vais faire tout le tour en joint de silicone. Un gros joint de silicone, pour éviter que la flotte vienne dans cette zone là, parce que l'on voit qu'il n'y a pas de joint. Donc si ça déborde un tout petit peu là, et bien ça en fout partout ici, et donc ça coule ici, ça coule par terre. Donc là le client, ça le dérange que ça coule au niveau du sol, hein, parce qu'il y a du passage là, les mecs avec transpalettes, tout ça. Donc il veut plus voir ça. Donc c'est bizarre, parce que l'entretien a été fait d'après sur les évaporateurs. On voit qu'il y a quand même de la merde encore dans les bacs de condensat. Alors je sais pas si l'entretien a été fait que de l'extérieur, ou est-ce qu'ils ont enlevé le ventilo pour accéder à l'intérieur de l'évaporateur, quoi. Parce que là ici c'est la reprise, donc ça rentre dedans et le soufflage est de l'autre côté, quoi. L'air repris passe au milieu et voilà, quoi. C'est marrant ces grosses évapos, ce qui est bien c'est que putain tout est gros, quoi. Pour l'accès c'est vachement plus simple, quoi. Faut copier les petites merdes qu'on a dans les labos par exemple, dans les magasins, en bouchée là. Donc je vais faire ça,
Après je vais sécher ici là, parce que c'est pareil, c'est le même problème là. Ça passe par là, là. D'ailleurs je me demande si derrière il n'y a pas le détendeur. Donc là la mousse polyéthane ça vaut rien. Par contre donc voilà moi ce que j'ai fait là. Donc là j'ai mis des gros pâtés de silicone là. Donc avec du silicone haute température parce qu'il me restait une cartouche à finir, pour le fond de cartouche à finir. Donc là je pense qu'avec tout ça, tous les endroits stratégiques, ça devrait plus pisser. Voilà. Voilà, donc là j'en ai mis une grosse dose, là j'ai mis un tube entier là. Parce que là derrière là, il y a l'humidité qui passe là, avec le détendeur. Donc peut-être que le truc est plus de niveau, je sais pas trop, mais bon là ça coule là. Ça se fout un peu partout ici, ça coule à ce niveau là. À ce niveau là. Et là derrière ça coule au niveau des charnières. Donc c'est pour ça que je les ai mis aussi dans le silicone, les charnières au cas où. Par contre là ce trou là, comme il est ouvert, je pourrais pas y mettre du silicone vu que c'est là où il y a les fixations pour bloquer le... On voit ici, là. Pour bloquer le... Voilà, la trappe du ventilateur. Et là on voit qu'il y a un peu de merde dedans. Donc un peu de merde, que l'eau est stagnante un petit peu. Pourtant elle a été nettoyée d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà un petit peu la réparation de fuite. Donc on va voir si ça tient ou pas. Donc ça c'est un évaporateur de quai de chargement. Donc j'ai laissé, bon, j'ai mis légèrement à bonne distance un peu de décapant thermique sur le joint pour le sécher un petit peu plus vite. Et bon pas trop longtemps. Là après je vais le remettre en marche là, au niveau du disjoncteur parce que j'ai tout coupé là. Donc ça c'est un quai de chargement de fruits et légumes. Et là après on peut voir le hangar là, quoi, le dépôt là. Et c'est là où tu vois que pour intervenir sur ces évaporateurs là, il faut le CACES. Si t'as pas le CACES, tu peux pas intervenir dessus. Donc moi ce qui est marrant c'est que j'ai pas le CACES. Donc le client il m'a amené la nacelle ici là. Comme j'ai pas le droit de la bouger, et après je m'en suis servi un peu comme d'échelle quoi. Voilà pour cette petite intervention. Donc en bonus, un petit tour dans la salle des machines et je vais te montrer le passage de l'huile dans le voyant d'huile. Donc on voit du séparateur d'huile au réservoir d'huile de cette centrale positive. Et je vais montrer quelques photos de l'installation au niveau de la salle des machines. Cette installation-là est sous supervision MFO, donc là on peut voir l'armoire électrique. Alors sur la photo on peut voir une centrale positive avec 4 compresseurs à piston. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec cette centrale, c'est qu'on peut le voir là sur le banc de la centrale, on a donc tous les pressostats là. Mais ce qu'il y a de bien avec cette installation là, c'est que le gars qui a fait le repérage là, donc lorsqu'il a utilisé l'étiqueteuse, il a mis les valeurs de réglage des pressostats. Donc là on peut voir à gauche le BP central, après le HP sécurité, le BP sécurité. Donc compresseur 1, le BP régulation, compresseur 1, BP régulation compresseur 2, BP régulation compresseur 3 et BP régulation compresseur 4. Donc là je pense que le BP central c'est celui de gauche c'est le pressostat d'encadrement, c'est-à-dire que s'il déclenche, la centrale passerait en mode secours. C'est-à-dire que l'automate serait désactivé et la régulation se ferait par des pressostats BP régule. Donc là on peut voir sur cette partie-là du bandeau de la centrale, on a tous les pressostats BP, sauf bien sûr les pressostats BP CQ des autres compresseurs. Hein. Donc sur cette partie-là du bandeau, on peut voir le HPCQ compresseur 2 et le BPCQ compresseur 2. Et sur la droite, on peut voir le HPCQ compresseur 3 et le BPCQ compresseur 3. Par contre, on voit qu'autour, il n'y a pas de pressostat BP régulation ni de HP régulation parce que les pressostats BP régulation étaient sur la première partie du bandeau. Et donc, sur l'extrémité droite du bandeau de la centrale, on peut voir donc tous les pressostats HP. Donc on a le HP régulation 1, HP régulation 2, HP régulation 3, HP régulation 4, HP régulation 5 et 6. Donc ça,
ce sont les HP donc régulation, c'est-à-dire que ce sont les pressostats qui vont contrôler les ventilateurs du condenseur, hein, lorsque la régulation elle est pressostatique. Après on peut voir le HPCQ compresseur 4 et le BPCQ compresseur 4. Donc BPCQ et HPCQ sont sur chaque compresseur. Et après tout à fait à droite on a le HP central. Donc ça doit être le pressostat d'encadrement HP, donc au-delà d'une certaine valeur. C'est comme pour le BP d'encadrement. La centrale passe en mode secours. Donc c'est comme ça que je l'interprète, hein. Il faudrait étudier le schéma électrique, parce que sinon je vois pas vraiment l'intérêt, parce que des HPCQ il y en a sur chaque compresseur et des BPCQ il y en a sur chaque compresseur. Et après tout en haut à droite on voit un flexible avec un capteur de pression. Donc là c'est le capteur de pression HP, et de l'autre côté de la centrale il y avait le capteur de pression BP. Et donc ouais, donc là lorsque je regarde le schéma électrique, bon c'est clair, on le voit là au niveau de la flèche là. Donc en borne E11, E12, on a le BPCQ central et le HPCQ central, donc ça on appelle ça aussi le pressostat. Les pressostats d'encadrement, hein, ça indique à l'automate que les capteurs de pression HP ou BP déconnent et qu'il faut basculer la centrale en régulation pressostatique. Et en principe, quand on a ça, on a aussi un bouton tournant pour basculer la centrale en mode secours, hein, si vraiment l'automate crame. Donc là, sur ce schéma de commande, donc c'est le flot du compresseur numéro 2, on peut bien voir là la chaîne de sécurité, donc à gauche la RA2, donc j'appelle ça KA2. Donc ça c'est la chaîne de sécurité du compresseur 2. Après on peut voir au niveau du KM4, donc ça c'est le contacteur de puissance du compresseur. Donc on voit juste en haut là, si on suit la ligne, on voit en base 1, sortie 0,19, donc ça c'est la sortie de l'automate. Donc là c'est lorsqu'on est en régulation par le biais de l'automate. Et juste à droite, on a le BP secours, donc c'est le pressostat BP du compresseur numéro 2. Et on voit que en haut là, on a RA7A, RA7A, donc un NO ANC. Donc c'est avec ça qu'on fait la bascule entre le mode automatique et le mode secours. Donc on peut voir après là, juste à droite, la KM4, le NC là, en bas résistance de Carter. Donc bien sûr, quand le moteur est à l'arrêt, le contacteur moteur est au repos, donc le NC est passant et la résistance de Carter du compresseur est alimentée. Après on va sur l'étage condenseur, donc KM5, donc c'est pareil, on voit le HP3, donc secours. Donc ça c'est lorsque la régulation est pressostatique. Et on peut voir juste à droite l'embase 2 sortie 0,26. Donc ça c'est lorsque l'automate contrôle la régulation HP. Et juste en dessous on a les contacteurs auxiliaires RA7B et RA7B, donc c'est un NO ANC donc de ce contacteur auxiliaire là, donc qui fait la bascule entre la régulation automatique et la régulation pressostatique, c'est-à-dire le mode automatique ou le mode de secours. Et là on peut voir aussi qu'il y a un autre étage sur le condenseur, donc étage 4, donc en KM6, donc en réalité c'est chaque contacteur moteur contrôle un moteur du condenseur, donc ce sont des au bout de ce moteur il y a une hélice, hein, c'est le ventilocondenseur. Donc voilà, bon un truc que j'ai pas dit là, mais là je reviens sur KM4, là compresseur 2, donc j'avais montré les embases, j'avais montré l'embase 0,1 sortie 0,19 et le BB secours, et juste en dessous, donc lorsque la régulation est pressostatique, eh bien il y a une temporisation anti-court-cycle sur les compresseurs qui est représentée par T2 et c'est une tempo travail, voilà, et qui est souvent réglée vers 5-7 minutes. C'est-à-dire que lorsque le compresseur s'arrête, si le BP régulation demande au compresseur de se remettre en marche parce que la BP est trop haute, eh bien pendant 5 minutes, 7 minutes, tant que cette temporisation-là ne s'est pas effectuée, le compresseur reste à l'arrêt. Alors que sur l'automate, il n'y a pas de tempo travail, en tout cas physique, parce que la fonction est dans l'automate et c'est réglé au niveau d'une variable de l'automate. Alors je rajoute en complément d'information là au niveau de la chaîne de sécurité, donc du contacteur auxiliaire RA2 là à gauche, en bas à gauche du schéma électrique. Donc sur une chaîne de sécurité classique d'une centrale positive ou négative d'ailleurs, avec des compresseurs à piston, on a toujours les mêmes sécurités, c'est-à-dire donc on voit en haut là en dessous de DD7, donc c'est le disjoncteur de commande du compresseur 2. On a ce qui a marqué la l'ipsotherme, donc en réalité c'est le CRI1. Hein, c'est l'appareil qui permet de mesurer la température des enroulements du moteur du compresseur. On est sur un compresseur semi-hermétique. Parce que je rappelle une chose, c'est que si les clapets HPBP sont HS, lorsque les autres compresseurs vont fonctionner, le refoulement HP va passer dans le compresseur par exemple qui a les clapets morts et ça va aller dans la BP, ce qui fait que au niveau des enroulements de ce moteur là, la température peut monter à plus de 50 degrés et le but c'est d'éviter que l'isolant des enroulements du moteur fonde
et donc les spires se mettent en court-circuit, que le moteur crame quoi. Donc ça c'est une sécurité pour empêcher que le contacteur moteur envoie le jus sur le compresseur et que ça pète quoi. De plus, au-delà d'une certaine température, l'huile se dégrade et le fluide frigorigène peut aussi se dégrader au niveau de ses propriétés et caractéristiques. Donc après, juste en dessous, on a le HPCQ, BPCQ, hein, donc ça c'est classique. Donc là c'est pas un HBP, c'est-à-dire le pressostat qui intègre les deux fonctions. Donc là c'est vraiment un HPCQ séparé, un BPCQ séparé, sachant qu'avec un HBP on aurait pu faire la même chose. Hein. Et après, juste en dessous, sur ce type de compresseur là, d'une certaine puissance, il y a une pompe à huile et donc il y a le pressostat différentiel d'huile qui permet de contrôler que la pompe à huile injecte bien l'huile sous pression dans le carter du compresseur. Donc ça marche en mesurant la delta P, donc la pression qu'il y a dans le carter BP et la pression qu'il y a au refoulement de la pompe à huile. Donc ça c'est la chaîne de sécurité classique de tous les compresseurs à piston. Et si ça avait été un petit compresseur à piston semi-hermétique, comme on a pu le voir dans mes vidéos, comme on a pu le voir sur ma vidéo sur le CO2, la vidéo froid 251, la lubrification ne se fait pas par le biais d'une pompe à huile, mais se fait par barbotage. Et pour contrôler que le niveau d'huile est correct dans le bas du carter de ce type de compresseur là, on a le Traxol qui permet d'injecter de l'huile en bas du carter de ce type de compresseur et de contrôler que le niveau d'huile est correct. Donc dans ce type de compresseur là, sur la commande, en tout cas sur la chaîne de sécurité, il n'y a pas de pressostat différentiel d'huile, il y a le Traxol. Et pour finir avec cette petite explication sur ce schéma électrique là, ce que je montre là, donc c'est au niveau de, donc au milieu du folio on voit RA7A, RA7B et RA7C. On voit juste au-dessus, en base 2, sortie 0.31, et au-dessus on voit RA9. Et là ce que je montre là, c'est juste au-dessus là, un bouton de tournant. Donc là, on est sur un contact NC, auto manu. Donc en haut, on voit bien qu'il y a marqué auto manu central. Donc en réalité, c'est automatique secours central. Donc voilà. Donc voilà comment on peut passer une centrale en mode secours en tournant ce commutateur de position, et souvent il y a une clé dessus. Donc ce que l'on peut déduire en voyant cette chaîne de commande là, il faut que RA9 soit passant. Et il faut que l'embase 2 sortie 0.31 soit passante. Après on a les trois contacteurs auxiliaires RA7, A, B, C qui doivent être collés. Et là on a la centrale qui fonctionne en mode automatique. Donc RA9 c'est une sortie de l'automate. Donc ça doit être le contacteur auxiliaire du chien de garde de l'automate. Si l'automate a un problème, donc il faut savoir que l'automate a un cycle de contrôle à l'intérieur là. Et s'il détecte une anomalie, ça va enclencher le chien de garde de l'automate. Donc ça veut dire que l'automate a un gros souci. Et donc ce contacteur auxiliaire là va s'ouvrir. Donc ça c'est le RA9, c'est le contacteur auxiliaire du chien de garde. Après donc si l'automate fonctionne correctement, le chien de garde il n'est pas enclenché, donc lui doit être fermé. Après on doit avoir l'embase 2 sortie 0.31, donc ça c'est l'automate qui dit que bon voilà on est en mode auto, ça doit tourner. Voilà, donc ça c'est une sécurité positive, hein, c'est à dire que là si on coupe un fil là, les contacteurs auxiliaires RA7, A, B et C ne sont plus alimentés. Ça s'ouvre et la centrale bascule directement en secours. Alors sur cette photo, on peut voir la centrale de côté. Ce qui est intéressant à voir là, c'est la manière dont ils ont passé les câbles de commande dans ce gros tube IRL. Donc ça va être un tube d'évacuation des condensats, je pense, mais en tout cas c'est assez propre, hein. Donc déjà on voit qu'il y a eu le souci de la finition de cette centrale là, déjà rien que par le biais des repérages sur les pressostats, parce que ça, j'ai fait un paquet de centrales au niveau donc des sites en entretien, tout ça, donc souvent on va en salle des machines voir si tout va bien, et c'est vrai que sur 60-70 sites que j'ai pu visiter, dans lesquels je suis intervenu, et bien ce site là c'est le seul où j'ai vu ça. Donc c'est le genre de détails qui sont super pratiques pour quelqu'un qui intervient en dépannage dessus, hein. Et c'est vrai que c'est des détails que l'on trouve rarement. Alors sur cette photo on peut voir le condenseur de cette installation là. Donc ce qui est intéressant à voir là, c'est déjà en bas la bouteille, le réservoir liquide qui est donc horizontal, et on peut voir que ce réservoir est en biais. Donc je vous montrerai une photo juste après pour voir ça plus clairement. On peut voir aussi que sur le condenseur, donc on voit deux tuyaux en haut, deux tuyaux en bas. Donc c'est un condenseur dont une partie est isolable. Donc ça j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo sur les régulateurs de pression, de condensation et récupérateur de chaleur. C'est la vidéo froid 257. L'hiver, des fois, les gros condenseurs, une partie est isolée. Ça permet aussi de diminuer le volume du condenseur, donc pour monter en HP c'est mieux, ça utilise moins de fluide aussi. Donc là on peut voir sur cette photo là
un autre angle de cette partie-là du condenseur là avec les vannes qui permettent d'isoler une partie du condenseur. Alors là sur la photo on voit la bouteille liquide, donc c'est le réservoir liquide donc de l'installation. Donc c'est une bouteille qui est horizontale et on remarque qu'elle est en biais. Donc souvent dans les vieilles installations les bouteilles ne sont pas en biais, hein, elles sont à plat. Et le gros problème des bouteilles à plat, c'est que par exemple si on veut monter le niveau de fluide frigorigène au premier voyant là, comme on peut le voir à droite là, voyant liquide, et bien il faut déjà remplir tout le bas de la bouteille et ça peut prendre une grosse quantité de fluide. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on charge ce genre de bouteille, c'est à coup de minimum 15 kg quoi. Et des fois pour faire varier un peu le niveau, il faut rajouter 30 kg voire 45 kg de fluide. Donc l'intérêt de mettre les bouteilles en biais comme ça, ben, ça permet d'utiliser beaucoup moins de fluide. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la bouteille est à plat, il y a une partie du fluide qui sert strictement à rien. Alors que là, la partie du fluide qui ne sert à rien est beaucoup plus faible. Parce que le tuyau en cuivre qui plonge dans la bouteille pour aspirer le liquide doit prendre le liquide au fond de la bouteille. Et donc pour les bouteilles verticales, et bien vu que les diamètres sont pas non plus très élevés, il y a quand même beaucoup moins de fluide au fond de la bouteille qui ne sert à rien. Parce que le tuyau là, qui plonge dans la bouteille, il n'est pas à 1 mm du fond de la bouteille, hein. Il est peut-être à 1 cm. Voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que dans les nouvelles installations, lorsqu'il y a une bouteille horizontale, elle est maintenant en biais. Elle est en biais justement pour que la quantité de fluide qui est au fond de la bouteille et qui ne sert strictement à rien, et bien qu'elle soit la plus petite possible. Bon, quand je dis qu'elle sert à rien, elle sert juste à remplir le fond de la bouteille pour que le tuyau puisse aspirer, quoi, c'est-à-dire aspirer pour que le fluide à l'état liquide puisse rentrer dans le tuyau. Donc si la bouteille, je sais pas moi, fait 2 mètres de long, et peut-être que sur ces 2 mètres de long, donc avec 1 cm de hauteur et je sais pas moi avec un diamètre de 40 cm, et bien tout ce volume là de fluide, donc il sera occupé par du fluide frigorigène, mais ce fluide là ne sert pas à la production frigorifique, quoi. Il est là parce que techniquement le gars qui fait l'usinage de la bouteille, il peut pas mettre le tube vraiment au fond de la bouteille à ras. Bon, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, mais bon, l'idée est là, quoi. Et sur cette photo, on peut voir le dessous du condenseur et on peut voir que sur la partie haute de la photo, il est quand même assez crade, quoi. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.